Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme promis, on va à nouveau parler de communication. Et merci à tous ceux qui font des commentaires sous mes vidéos parce que ça donne justement envie de continuer à vous partager des choses et des gestes techniques de changement. Et s'il y a bien des gestes techniques qui sont extrêmement importants à connaître, ce sont les gestes techniques de la communication. La semaine dernière, nous avons vu les principes de la communication qui vous permettent de faciliter la communication. Vous vous souvenez que je vous avais fait un petit dessin. Et donc, on avait vu que l'écart entre la réalité et la représentation de la réalité était très important à maîtriser pour pouvoir avoir une communication fluide, qu'il y avait de la déperdition de contenu, évidemment, à chaque fois que tu communiques quelque chose à quelqu'un, entre ce que tu voulais dire et ce que la personne comprend réellement, il y a une perte de sens, et que si tu veux contrer ça, il faut être clair, il faut bien connaître le récepteur, il faut reformuler, parfois utiliser des supports écrits de façon à formaliser les choses, et surtout questionner la personne pour être sûr qu'elle a bien compris ce que tu voulais dire. On a vu également que tu ne peux pas ne pas communiquer puisque tu communiques avec tout, tu communiques avec ton regard, avec ton visage, avec ton odeur, avec tes vêtements, tu communiques tout le temps, donc c'est absolument impossible de ne pas communiquer. Je vous avais donné l'exemple du fait de quand tu fais la tête ou quand tu ne dis rien, les gens vont tout de suite se dire tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a en ce moment? Et donc tu es en train de communiquer quelque chose de bien précis. Je fais la tête, je communique. L'important c'est également de bien connaître le récepteur. La clé de la communication, c'est justement la connaissance du récepteur. À qui tu t'adresses, obtenir un maximum d'informations de la personne que tu as en face. Quelle est sa représentation de la réalité? C'est super important parce que c'est ça qui va te permettre d'adapter ta communication à la personne qui est en face de toi. Et enfin, nous avons vu que la communication ne pouvait pas tout faire et que l'action était également extrêmement importante. Elle doit être alignée avec ce que tu communiques. Si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, mais que derrière, au niveau de ton comportement, tu ne fais que des choses agressives envers cette personne-là, elle ne va pas comprendre parce qu'il va y avoir un écart entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, il faut bien maîtriser cette notion-là de dire, attention, ce que je dis doit se retranscrire dans mes actes. Et mes actes doivent se retranscrire dans ce que je dis. C'est très utile de bien maîtriser cette technique-là parce que, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu appelles un enfant pour venir manger le soir, il est 19h et tu appelles ta fille qui est en train de jouer dans la chambre, Anna viens manger 50 fois, ça sert à rien. Il va falloir que tu te déplaces jusqu'à la chambre et tu dises « Anna, je t'ai appelé 3 fois pour venir manger, est-ce que tu peux me donner la main et on y va ensemble maintenant ?» Et là, ça va être très efficace en termes de communication. Plutôt que de rester dans la cuisine, de t'énerver et de crier après ta fille parce qu'elle ne vient pas tout de suite à table, eh bien à ce moment-là, le fait de te déplacer va être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est quelque chose que je travaille assez régulièrement avec mes clients quand ils ont des problèmes de communication, notamment avec leurs enfants, avec leurs adolescents. Quel est l'investissement physique que vous avez fait dans la communication pour obtenir satisfaction? Oui, mais il comprend pas ce que je dis. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait physiquement pour que la personne avec laquelle tu es en train d'échanger comprenne ce que tu dis? Il y a un engagement physique à faire. Je lui ai donné une grosse claque. Non, il faut pas aller dans la violence. Oui, tu m'énerves, j'en peux plus de toi et je te donne une claque. Et je vais associer l'énervement que je communique avec le geste de violence que je lui ai donné. L'objectif et l'idée, c'est justement de jamais aller dans la violence. La communication non violente. La violence, c'est la facilité. La violence, c'est la facilité. Quand tu finis par avoir des actes de violence envers tes enfants parce qu'ils ne t'obéissent pas, c'est la solution de facilité qui vient de l'énervement, qui est liée à l'émotion. Si tu es dans la maîtrise de ta communication et que tu sais appliquer les gestes techniques de la communication avec tes enfants, tu vas jamais dans la violence en fait, parce que tu es capable de bien les manipuler et tu vas être extrêmement efficace. Aujourd'hui, on va parler des 4 pièges de la communication. Donc, la semaine dernière, j'ai mis en avant les principes de la communication qui te permettent de faciliter, de fluidifier la communication. Et cette semaine, on va essayer de lever les pièges de la communication, justement ce qui t'empêche d'avoir une communication fluide et une communication efficace. Et donc, ces 4 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier piège, c'est le piège du jugement. Le deuxième piège, c'est le piège des croyances. Le troisième piège, c'est le piège de la pensée binaire. Et le quatrième piège, c'est le piège de la déresponsabilisation. Et donc, je vais vous donner des exemples, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, alors attention, parce que ce sont des pièges. Et un piège, quand tu tombes dedans, tu peux pas en sortir. Donc en fait, concrètement, tu vas vouloir avoir un échange avec quelqu'un, et si tu tombes dans ce piège-là, ça s'arrête. L'échange s'arrête, la communication s'arrête. Et donc, le premier piège, c'est le piège du jugement. Alors celui-là, il est inévitable. Il est inévitable, pourquoi? Parce que quand quelqu'un va communiquer avec toi, quand tu vas recevoir un signal de communication, ça peut être tu rentres dans une pièce et les gens qui sont à l'intérieur de la pièce sont tous en train de pleurer.
ça passe par ton filtre de ton premier cerveau qui est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau... Alors, le premier réel, c'est le cerveau reptilien. Tu vas arriver dans la pièce, est-ce que je suis en danger ou pas? Et ensuite, tu passes au cerveau limbique, le cerveau des émotions. Quelle est l'émotion que je ressens là maintenant en arrivant dans une pièce où tout le monde est en train de pleurer? Et ensuite, le cerveau raisonnable, qui est le cerveau de la raison, là ici, le cortex, qui va analyser les choses et regarder un petit peu ce qui se passe. Mais c'est toujours dans cet ordre-là que ça passe. Et le cerveau limbique, il va juger immédiatement. Il va juger immédiatement, qu'est-ce que c'est que ces gens qui pleurent, n'importe quoi, il faut pas pleurer, il faut être courageux dans la vie, voilà. Et donc c'est ça le jugement, coupable, innocent. Est-ce qu'il correspond, est-ce que le signal que je reçois correspond à mes valeurs, à ma vision de la réalité ou pas? Et donc à partir de là, forcément que ça va être un vrai piège qui va bloquer la communication. Alors des exemples, on en a plein. Imaginez une dame qui vient me voir en cabinet, qui me dit voilà Philippe, moi je viens vous voir parce que franchement avec mon mari on se comprend plus, il ne m'écoute plus et je pense qu'il ne m'aime pas parce que franchement à chaque fois que je lui parle, eh ben il fait autre chose. Et là je lui dis bah donnez-moi des exemples. Et donc là elle va me donner des exemples et elle va me dire bah l'autre jour j'ai voulu avoir une discussion sérieuse avec lui, il était en train de jouer avec son téléphone portable. Donc ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, le jugement n'a rien à voir. Ça veut dire que probablement qu'elle n'avait pas fait un pré-cadrage suffisamment efficace pour qu'il prenne la conversation au sérieux. Et ça, c'est complètement différent de « il ne m'aime pas parce qu'il n'a pas envie de discuter avec moi, parce que quand il parle avec moi, il joue avec son téléphone portable ». Et ça, c'est un vrai problème puisque en général, on fait souvent ce genre de jugement lorsqu'on n'est pas sur des faits extrêmement précis. Les faits extrêmement précis, c'est ce qui va vous permettre de sortir du jugement. Cette personne-là est tout le temps en retard, de toute façon, voilà, il est irrespectueux puisqu'il arrive tout le temps en retard. Bah non, quand est-ce qu'il est arrivé en retard? Quel jour? À quelle heure? Combien de temps? Est-ce que tu as discuté avec lui pour savoir pourquoi il était en retard en ce moment? Est-ce qu'il a toujours été en retard depuis qu'il est dans l'entreprise ou est-ce que c'est exceptionnel? Il faut aller à la recherche de la vérité. Pourquoi? Parce que ta réalité n'est pas la réalité de l'autre. C'est le fameux principe de communication qu'on a vu la semaine dernière, le premier principe de communication qui est de bien connaître l'interlocuteur et sa réalité. Donc il faut aller à la recherche de la réalité de l'interlocuteur pour ne pas tomber dans le piège du jugement qui va faire en général un raccourci. Ton gamin, il range pas sa chambre et puis quand tu l'appelles, il vient pas tout de suite. Ah, il est désobéissant, il respecte pas ses parents, etc. Bah non. Quelle est sa réalité? Il a quel âge? Est-ce que la maturité de son cerveau elle a suffisamment évolué pour qu'il soit capable de comprendre comment est-ce qu'on respecte ou pas ses parents? Est-ce que tu fais cet effort de te déplacer, d'aller le voir, de trouver un terrain d'entente pour que finalement il finisse par ranger sa chambre? Il va falloir négocier et à partir de là, tu vas sortir du jugement parce que tu vas être sur des faits extrêmement précis. Mon manager refuse systématiquement mes congés lorsque je les pose. Il m'aime pas, il trouve que je suis incompétent et il a envie de me virer. C'est un jugement. Il faut aller le voir et lui dire, écoute, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je pose mes congés, bah, à chaque fois, tu les refuses. Donc, je comprends pas. J'aimerais essayer de voir un petit peu quand est-ce que j'ai refusé tes congés? En général, je les accepte. Bah, écoute, voilà les faits. Pour les vacances d'été, bah, tu m'as refusé. Pour les vacances de printemps, tu m'as refusé. Pour les vacances, voilà, c'est des faits très précis. Ah, ben oui, mais parce que dans cette période-là, tu sais bien qu'il y a une surcharge de travail, etc. Ah, ok, donc c'est par rapport à la surcharge de travail. Donc, c'est pas par rapport à mon travail. Ah, bah non, ton travail, il est justement très très bon. C'est pour ça que j'ai du mal à t'accorder tes vacances, puisque comme tu es le meilleur de l'entreprise, bah, quand t'es pas là, ça désorganise un petit peu tout le monde. Et donc là, tu vas pouvoir continuer à communiquer avec lui en lui disant, écoute, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, c'est pas parce que je suis compétent que je dois être puni par rapport à mes vacances. Donc, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Est-ce que je peux anticiper un peu plus au niveau de mes congés? Comment est-ce qu'on peut négocier? Vous voyez, je serai plus dans le jugement de me dire quand je rentre le soir et que je partage cette mésaventure avec ma femme en disant, mon patron, de toute façon, il m'aime pas, il a envie de me virer, il trouve que je suis incompétent parce qu'il me refuse toujours les vacances. Je vais le juger par rapport à des filtres qui sont des filtres émotionnels qui n'ont rien à voir avec les faits. Donc c'est de ça qu'il faut sortir. Dès que tu vas être dans les faits extrêmement précis, tu vas sortir des jugements. Et c'est ça qui va être très efficace, y compris quand tu es un YouTuber et que tu fais des vidéos, puisque évidemment que quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu communiques pas forcément directement en temps réel aux personnes, mais la personne qui va regarder tes vidéos, ça va passer par son limbique. C'est-à-dire qu'il est en train de regarder cette vidéo-là, il est en train de me juger. Tiens, il a plus de cheveux, il a des lunettes, donc il est un petit peu âgé quand même, il a pas 25 ans. Et puis son polo, bah tiens, il porte un polo Lacoste, bah peut-être qu'il a éventuellement un peu les moyens, puisqu'un polo Lacoste, c'est quand même un petit peu cher, etc. Jugement. Et donc, à partir de là, il faut sortir de ça. Il faut dire, ok, on s'en fout du polo, on s'en fout de la... Ouais, qu'est-ce qu'il dit?
Est-ce que le message qu'il essaye de faire passer, est-ce que je le comprends? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je suis capable d'en faire quelque chose derrière? Oui, ok, donc ça m'intéresse, je vais continuer à regarder. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette logique du fait de piège de communication, les pièges du jugement. Tu tombes dans le piège, tu es dans un trou, tu bouges plus, et là tu es bloqué, et la communication s'arrête. Une communication qui s'arrête dans le cadre d'une vidéo YouTube, bah c'est tu passes à la prochaine vidéo. C'est-à-dire que tu vas zapper, puisque tu as tellement de contenu disponible en vidéo sur YouTube, que finalement tu n'as pas de temps à perdre à partir du moment où tu vas juger la personne en face de toi comme quelqu'un qui va pas t'apporter grand-chose. Et donc tu passes à une autre personne, tu passes à une autre vidéo. Ce qui est intéressant également avec les jugements, c'est que souvent le jugement va te donner le besoin qu'il y a derrière le jugement. C'est super efficace. J'ai une autre chaîne qui est dédiée plus à une activité de loisir et où j'ai très souvent ce retour-là. C'est-à-dire que je vais avoir des commentaires sous cette chaîne-là de personnes qui vont dire « Bah oui, mais toi, t'es trop présomptueux, t'es trop prétentieux. » C'est un jugement que les personnes vont faire, mais qui sont liés à leurs propres besoins. Pourquoi est-ce que tu juges que je suis trop prétentieux? C'est parce que toi-même, tu as éventuellement besoin de reconnaissance. L'exemple de la femme qui dit que son mari ne l'écoute jamais et donc qu'elle ne l'aime pas, c'est qu'elle a probablement besoin de plus d'attention et de plus de reconnaissance également. Le besoin, il y a un besoin très précis derrière un jugement. Quand ton enfant ne t'obéit pas, bah, tu as besoin de plus de respect. Ce besoin va être très intéressant à aller travailler parce que c'est émotionnel. Et donc, à partir du moment où c'est émotionnel, le besoin de ton émotion, ce que te demande ton émotion, c'est ça. Et ça devient un jugement, d'accord? Tu as le jugement, c'est le rideau de fumée. Derrière, tu as le besoin qui est lié à ton émotion. Et le deuxième piège, le piège des croyances. Alors celui-là, voilà, les croyances, on en a tous énormément. Tout ce qui est croyance, c'est tout ce qui est en dehors de la raison. En général, dès que tu vas mettre des faits très précis, eh ben, tu vas dire, bah non, je ne peux pas croire ce que tu es en train de me dire parce que factuellement, tu n'as pas pu le démontrer. Donc la croyance est un vrai piège à communication puisqu'on a tous des croyances différentes et à partir de là, nos croyances vont se confronter entre elles. Et ça va bloquer les échanges parce que si je crois une chose et que toi, tu crois l'inverse, je ne peux plus parler avec toi. Je crois que la Terre est plate. L'autre en face, il me dit, bah non, la Terre elle est ronde et à partir de là, ça va être compliqué. L'herbe verte, l'herbe bleue, pour ceux qui ont la référence. Et donc c'est un vrai sujet les croyances, c'est un vrai sujet. Mais là, l'exemple que j'ai pris est un exemple extrême. La Terre plate, la Terre ronde. Mais tu as énormément de croyances qui ne sont pas aussi extrêmes et c'est ce qui fait la complexité de la chose. C'est-à-dire que par exemple, une femme qui va dire, quand on s'aime, on n'a pas besoin de l'exprimer. Quand on s'aime, on n'a pas besoin d'exprimer forcément nos besoins parce que l'autre devrait le savoir. Eh ben non, c'est une croyance. Et ce qui va de soi va mieux en le disant. Si tu restes dans cette croyance-là, tu vas dire que ton mari, il est pas sympa parce qu'il te dit jamais qu'il aime, il devance jamais tes besoins, et alors qu'il devrait être capable de le faire parce que justement, il t'aime. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, à part dans La Petite Maison dans la Prairie, mais La Petite Maison dans la Prairie, ça n'existe pas, c'est une série. Donc le truc, c'est qu'il faut être capable de dire, ok, je comprends que effectivement l'autre n'est pas comme moi, il a une réalité différente, et donc ses croyances à lui, du fait de sa réalité, ne sont pas les miennes, et donc il faut confronter nos croyances. Et c'est là que tu vas vraiment avancer dans la communication. Tu crois une chose, je crois une autre chose. Comment est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher au niveau de cette croyance-là en mettant un maximum de faits? Bah non, moi, je peux pas deviner tes besoins parce que déjà, je suis un homme, toi, tu es une femme. Donc déjà, on a des réalités qui sont vraiment différentes, on fonctionne pas de la même manière. Et si tu me communiques les choses de façon plus claire, en cadrant, en pré-cadrant et en recadrant, bah à ce moment-là, on va être de plus en plus efficace parce qu'on va évoluer chacun de notre côté dans nos croyances. Très important de bien maîtriser ce sujet du piège de la croyance parce que le piège des croyances, c'est un piège qui, voilà, c'est cuit. Je crois que la cigarette m'aide à me relaxer, c'est cuit. Je ne peux pas casser la relation avec ma cigarette parce que je crois que la cigarette m'aide à me détendre alors qu'en fait, dans les faits, elle ne m'aide absolument pas à me détendre. C'est une croyance qui est complètement fausse parce que dès que je vais faire des analyses de sang et analyser un petit peu au niveau de la physiologie ce qui se passe quand je fume une cigarette, elle fait tout sauf me détendre puisqu'elle va monter le cortisol, l'hormone du stress, elle va monter ma tension artérielle, elle va augmenter les battements de mon cœur. Donc c'est tout ce qui va justement aller contre la détente. Donc c'est illogique et donc ça reste bien une croyance. Une croyance ne peut pas être validée par des faits. Dans la relation parent-enfant, par exemple, on va avoir des parents qui ont la croyance suivante, qui est de dire si tu veux bien élever ton enfant, il faut être rigide, il faut donner un cadre très strict et voire éventuellement recourir à la violence physique. Il y a des parents qui ont cette croyance-là. Alors que cette croyance est complètement fausse. L'enfant, il a besoin d'un cadre et d'une structure émotionnelle qui va lui permettre de se développer au niveau affectif. Mais il a besoin de sécurité. Il n'a pas besoin d'un cadre rigide.
La sécurité et le cadre rigide, ce sont deux choses différentes et il y a des personnes qui vont confondre les deux. Et donc, si toi, tu es une femme qui a la croyance qui est de dire, ben non, mais il faut laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut parce que franchement, c'est comme ça qu'il va développer son esprit critique, sa capacité de gestion émotionnelle et surtout ses compétences de relation avec les gens, et tu as un mari qui dit bah non, moi je pense qu'il faut être extrêmement rigide, il faut cadrer, il faut sanctionner, et donc à ce moment-là tu vas avoir une confrontation entre les deux personnes qui est une confrontation de croyances. La réalité en fait dans les faits c'est que l'enfant il a besoin d'un cadre et de sécurité. Sécurité pour développer justement ses compétences dans la sécurité et un cadre plus ou moins grand que tu vas faire varier pour lui permettre justement d'explorer le monde et d'explorer sa propre réalité. Donc là on est bien loin des croyances des deux personnes. Et c'est en faisant ce travail-là d'échange entre les croyances, en intégrant des choses très factuelles, que ça va être extrêmement efficace dans la relation. Si chacun reste dans sa croyance, eh bien, il n'y aura pas d'échange. On aura la maman qui va dire, bah moi, je suis super laxiste, je lui laisse faire tout ce qu'il veut, et le papa qui dit, oui, t'es trop laxiste, c'est inadmissible, et lui, il va être au contraire beaucoup trop rigide avec l'enfant. Alors que le truc, c'est qu'il faut être au milieu. Il faut être sur une logique d'équilibre. Il faut être équilibré, et ça va rejoindre le troisième piège de la communication, qui est la pensée binaire. La pensée binaire, c'est un piège mortel dans tous les échanges. C'est le noir ou le blanc. C'est le vrai ou le faux. Et donc, le truc, c'est que ça rejoint un petit peu le jugement. Le jugement va être là en train de dire tu es innocent ou tu es coupable. Et donc, on est un petit peu dans la pensée binaire. Mais la pensée binaire va t'empêcher justement d'aller chercher l'équilibre. Le papa, il va dire à son enfant, c'est comme ça et pas autrement. Et la maman, elle va dire aussi la même chose. Elle va dire, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, on va avoir l'enfant qui va être tiraillé. Il va être tiraillé entre son papa qui va être extrêmement rigide, extrêmement fermé, extrêmement rigide, trop autoritaire. Et puis, il va avoir sa maman qui va être le contraire, beaucoup trop light. Et lui, il va pas savoir. Parce qu'il va dire, mais il faut que je fasse quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon papa? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à ma maman? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire pour bien m'épanouir? Qu'est-ce qui correspond à ce qu'on attend de moi? Et ça va être très compliqué pour lui. Ça va développer souvent des enfants qui vont être un petit peu embêtés par rapport au lien d'attachement avec la mère. Ça va développer de l'anxiété par rapport à justement l'avenir, comment je dois me comporter avec les gens. Ça va être vraiment problématique pour eux. Je n'ai pas donné d'exemple pour la croyance dans le monde professionnel. Vous avez remarqué que je donne à chaque fois un exemple pour la relation homme-femme, parent-enfant. Et puis, dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, vous allez avoir des gens qui vont dire, pour être crédible, pour qu'on me considère comme un vrai professionnel compétent, je dois faire énormément d'heures. C'est une croyance qui est extrêmement répandue. Donc, je me retrouve à faire énormément d'heures, même si j'ai fini mon travail, je continue à rester au bureau pour travailler un maximum, pour donner une bonne image de moi auprès de mon patron ou de mon manager, parce que j'ai la croyance que pour être compétent, pour donner cette image de compétence, je dois être présent énormément dans l'entreprise et faire beaucoup d'heures. Mais si mon manager, il n'a pas la même croyance, bah lui, il va dire, mais pourquoi il est encore au bureau? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'oblige, moi, à rester longtemps au bureau parce que je dois aussi donner l'exemple. Et donc là, on va avoir la croyance du manager. Le manager, il va dire, pour que je sois crédible auprès de mes équipes, je dois partir le dernier du bureau. Et donc, si j'ai ces deux croyances qui vont se confronter, on va se retrouver avec deux personnes qui vont finir à 22 heures tous les jours. Le manager qui va attendre que le collaborateur qui a la croyance qui est de dire si je fais pas beaucoup d'heures, il va croire que je suis un nul. Et puis le manager qui va dire bon, quand est-ce qu'il part? Parce que si je pars avant lui, il va considérer que je ne suis pas crédible et que je ne suis pas digne d'être son manager. Vous voyez, le dégât que peuvent faire les croyances, c'est vraiment colossal. Alors que la compétence n'a rien à voir avec le temps que tu vas passer au bureau. La compétence a tout à voir avec ton efficacité organisationnelle, ta compétence au niveau technique de gestion que tu as à faire dans le cadre de ton travail. C'est plein d'éléments qui font que tu vas être compétent. C'est pas seulement ah bah oui, mais il est extrêmement présent dans l'entreprise, il fait énormément d'heures, donc il est très compétent. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont penser à des personnes qui font beaucoup d'heures et qui sont vraiment très nulles et qui font n'importe quoi. Et à contrario, on a des gens qui sont très très efficaces et qui font beaucoup moins d'heures, mais qui vont aller droit au but, qui vont être très performants. À chaque fois qu'ils vont faire des heures, ce sont des heures qui vont coter vraiment pour le travail. Il y a des personnes qui brassent de l'air, comme on dit. Ils vont passer 3 heures à la machine à café, puis après ils vont passer 2 heures à la photocopieuse. Tout ça pour démontrer à leur manager qu'ils passent beaucoup de temps dans l'entreprise, alors qu'en fait, en réalité, la productivité, le travail qu'ils font réellement, il est beaucoup plus petit que ce que peut faire une autre personne qui est très bien organisée, qui passera moins de temps dans les bureaux. Alors revenons au piège de la pensée binaire. La pensée binaire, c'est la pensée du ou, alors qu'il faut aller vers la pensée complémentaire. La pensée
pensée binaire, c'est une catastrophe. La pensée binaire, c'est une catastrophe parce que à partir du moment où tu es dans cette pensée-là, bon, méchant, vrai, faux, c'est cuit, parce que ça dépend toujours. C'est de là que vient la technique du ça dépend. C'est pour contrer cette pensée binaire. La pensée binaire, c'est noir ou blanc, et alors que tu vas dire à la personne, bah, ça dépend. Ça dépend de chaque cas de figure, et donc à ce moment-là, ça peut être parfois noir, parfois blanc, mais très souvent c'est gris. On est très souvent au milieu. La pensée binaire du ou n'est jamais efficace. Il faut être dans une pensée du et. J'ai donné plusieurs exemples sur plein de vidéos que j'ai fait sur la chaîne, sur plein de sujets différents, où justement, je parlais de cette pensée binaire. Donc là, vous avez vraiment le piège en face des yeux, c'est cette fameuse pensée binaire qui est de dire, bah oui, mais si mon père est malade en ce moment à l'hôpital et qu'il va peut-être mourir, je ne peux pas être heureux et profiter de la vie. Je ne peux pas faire les deux. C'est impossible. Si tu t'occupes de toi et que tu ne penses qu'à toi, tu ne peux pas penser à moi. Bah si, je peux faire les deux. Ah ben non, mais si tu fais quelque chose qui te met en joie, qui te fait plaisir, et ben ça veut dire que moi je peux pas faire quelque chose qui me fait plaisir aussi? Ou ça veut dire que pendant que tu fais ça, tu penses pas à moi et du coup t'es égoïste? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on pense aux autres, soit on est égoïste. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors qu'on peut faire les deux. On peut penser aux autres, avoir une pensée pour les autres, avoir une pensée pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital, et en même temps continuer à être heureux et à vivre sa vie et à profiter de la vie. On peut faire les deux. Mais très souvent, les gens sont dans cette pensée binaire. Ils vont dire non, non. Non, non, moi je cloisonne, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas les deux en même temps et c'est impossible puisque moi j'aime diviser, j'aime fractionner, je n'aime pas justement la complémentarité des choses. Alors dans le couple, cette pensée binaire, elle est meurtrière. Hein. Elle est meurtrière. Imaginons le mari qui veut prendre du temps pour lui et qui l'exprime à sa femme et la femme qui va dire bah oui mais si tu prends du temps pour toi, c'est que tu m'aimes pas parce que tu t'occupes pas de moi. Voilà. Donc il va y avoir une demande d'autonomie, mais en même temps il y a une demande de lien. C'est pas parce que tu as une demande d'autonomie qu'il n'y a plus de lien. C'est parce que parfois tu as aussi envie de prendre du recul, de t'adonner à tes activités, à tes passions, etc. Et si la femme elle comprend ça, si elle reste dans la pensée binaire, et bien là c'est le blocage. C'est un blocage. Pourquoi? Parce que l'homme il va être frustré de pas pouvoir avoir du temps pour lui, et la femme eh ben elle va être frustrée également. Pourquoi? Parce qu'il sera de mauvaise volonté. Si la femme elle dit écoute j'ai envie qu'on passe du temps ensemble et qu'on regarde des séries ensemble, s'il le fait à contre-cœur, vous voyez contre cœur. Mon cœur me demande de faire quelque chose, mais je vais contre ce que me demande mon cœur, et bien à ce moment-là, évidemment que ça va se ressentir dans le lien. Ce ne sera pas un échange qui va être très agréable et très positif. Donc le truc, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre, le bon équilibre. Ce n'est pas, ah bah mon mari, il veut beaucoup d'autonomie et puis il veut plus rien faire avec moi. C'est de temps en temps, il a besoin de s'adonner à ce qui lui fait plaisir, à sa passion. Et à ce moment-là, toi aussi, va chercher un petit peu ce qui te met en joie et voir si pendant que ton mari fait cette activité-là, bah toi, tu n'aurais pas une activité autre que tu pourrais mettre en œuvre. Et on a beaucoup ça dans les conflits dans les couples lorsqu'il y a une des deux parties qui dépend trop de l'autre, qui va mettre beaucoup trop de choses dans le fait de dire non mais l'autre il m'appartient et donc il doit s'occuper de moi tout le temps en permanence parce que s'il m'aime c'est ce qu'il doit faire et donc là la personne va mettre beaucoup trop de pression sur la coupelle du lien, la fameuse coupelle dont j'avais parlé la semaine dernière. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Il faut être vraiment vigilant. Il faut être capable de dire, OK, c'est pas parce qu'il y a une demande d'autonomie qu'il y a une demande de rupture du lien. Au contraire, être autonome, c'est aussi être capable de ensuite mieux se retrouver parce que justement, le lien va être alimenté par ça. Deux personnes épanouies vont avoir une relation épanouie. S'il y a une personne qui n'est pas épanouie, une personne qui est épanouie, il y a un problème. Deux personnes pas épanouies, alors là, vous êtes sûr que ça va être la catastrophe. Pour les enfants, si je reprends l'exemple de tout à l'heure sur les croyances, c'est soit je laisse tout passer, soit je laisse rien passer. Pensée binaire. C'est soit je suis hyper rigide, il n'y a rien qui passe, c'est comme ça, c'est la règle. Soit je laisse tout faire et puis il fait tout ce qu'il veut. Eh bien non, une fois de plus, il va falloir aller chercher l'équilibre, le juste milieu. Parfois, c'est justifié de punir son enfant parce qu'il a fait vraiment une grande bêtise. Il faut lui apprendre les choses pour que ça se renouvelle pas. Et puis d'autres fois, il faut être cool. Il faut dire ok, c'est pas très grave. Si il se couche tous les jours à 20h30. Aujourd'hui, il a un peu de mal à s'endormir. À 21h, il n'est pas encore endormi. C'est pas grave. J'ai pas besoin de le punir de console parce qu'il ne s'est pas endormi exactement à 20h30 comme tous les autres jours. Il va falloir lâcher un petit peu la bride. Très important, comme un cheval. Tu as la bride, tu vas serrer, tu vas relâcher, tu vas resserrer, tu vas relâcher. C'est ça qui va faire la relation entre le cavalier et le cheval. Si tu laisses tout le temps la bride relâcher, le cheval, il va faire ce qu'il veut, il va aller un petit peu partout où il veut. Et d'un autre côté, si tu lui serres tout le temps la bride comme ça, si tu tires tout le temps, tu vas lui faire trop mal et puis ton cheval, il va pas du tout t'aimer. Il va dire ce cavalier, il est vraiment très nul. Dans le cadre professionnel, mon patron, il me demande tout le temps des reportings réguliers en permanence. Et ben, ça veut dire qu'il considère que je suis incompétent et pas autonome.
Alors que pas du tout. Il a besoin parfois d'avoir des retours, d'avoir des données factuelles et fiables qui vont lui permettre lui-même de se justifier au-dessus auprès de sa direction. À l'époque où j'étais manager, où j'avais des équipes et je demandais des reportings, j'expliquais toujours pourquoi je demandais des reportings de façon justement à éviter la pensée binaire. Vous voyez, ça rejoint un des principes de la communication qui est de dire je précise aux gens, j'essaye d'avoir un message clair de façon à ce qu'il n'y ait pas une anticipation vers de la pensée binaire. Si je dis rien et que j'arrive sur mes équipes et que je dis oui, je veux un reporting tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis à 17h avant que vous partiez, et bien là, à ce moment-là, je vais ouvrir la porte à la pensée binaire aux personnes, mes collaborateurs qui vont être là et qui vont dire bah oui, pourquoi il demande des reportings, il nous fait pas confiance, il pense qu'on n'est pas autonome, il pense qu'on n'est pas compétent. Non, je vais leur dire j'ai besoin des reportings pour ça, pour ça, pour ça, et puis ensuite pour les remonter, mais c'est rien contre vous, c'est normal, je sais que derrière vous travaillez bien, voilà, je vous passe les détails, de façon à justement empêcher les gens de tomber dans le piège de la pensée binaire. Parce que ces pièges-là, bah tu es capable toi-même de tomber dedans, mais tu es aussi capable de dire moi je les connais ces pièges-là, et donc j'évite moi-même d'y tomber, mais je fais en sorte que dans ma communication, les autres en face de moi ne tombent pas non plus dedans. Et c'est là où on va être vraiment très efficace dans la communication. Je vais appliquer les principes de la communication pour que les échanges soient le plus fluides possible, et en même temps, je ne vais jamais tomber dans un piège de la communication, et je vais faire en sorte que l'autre en face ne tombe jamais dedans, et si il tombe dedans, je vais lui donner la main et je lui dis vas-y, sors du piège de la communication, parce que je le connais, t'es tombé dedans, il faut absolument que tu sortes de ce piège-là, sinon l'échange va s'arrêter. La pensée binaire, c'est tout simplement la pensée simplifiée. J'ai pas envie de m'embêter. À partir du moment où tu vas être dans la pensée binaire, c'est très facile. Noir ou blanc, c'est facile, on va décider rapidement. Coupable, terminé, j'ai pas besoin de discuter pendant 2 heures pour essayer de trouver des raisons qui font que éventuellement, cette personne-là peut être innocente. Bah non, j'ai pas envie de m'embêter. Je veux que ce soit simple et le cerveau il adore ça. Le cerveau adore la pensée binaire. C'est un truc, c'est du bonheur pour lui parce qu'il se prend pas la tête. Voilà, il se prend pas la tête. Bah oui, vas-y, c'est noir ou blanc. Bah oui, bah c'est haut ou bas, c'est droite ou gauche, c'est bon, mauvais. Voilà, c'est très simple. Quand tu veux aller chercher de la pensée complémentaire, il va falloir un petit peu être créatif, il va falloir échanger avec les gens, il va falloir trouver des solutions, d'autres méthodes, une autre manière de communiquer, et ça va te demander un effort. Et le cerveau, il déteste ça, et il aime pas du tout faire les efforts. Mais maintenant, vous êtes prévenus. Voilà, vous savez que pour éviter de tomber dans les pièges de la communication, il faut être capable que d'être un petit peu créatif, de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, du côté un petit peu réflexe de fonctionnement de nos cerveaux, hein, le fameux cerveau limbique et reptilien, c'est du réflexe, c'est bam bam, on va te dire un truc bam bam, tu réagis tout de suite, c'est du réflexe. Le dernier piège de la communication, c'est le piège du langage déresponsabilisant. Alors celui-là, il est magnifique. C'est je ne suis responsable de rien. Il faut que, on a toujours fait comme ça. Je n'avais pas le choix. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est très facile. Oui, mais tu comprends, j'avais pas le choix. J'ai été obligé de donner une claque à notre fille de 9 ans. Ben comment ça? T'avais le choix, tu pouvais soit la punir, soit ne rien faire du tout, soit déléguer, c'est-à-dire tu m'aurais appelé, tu m'aurais dit écoute, elle m'énerve trop. Je pense que là, je suis à la limite de ma résistance émotionnelle et ça va déborder. Donc, je préfère que tu viennes t'en occuper. Et là, tu vas chercher ta femme dans la cuisine. Tu dis, vas-y, va t'occuper d'elle parce que sinon, voilà. Je ne réponds plus de rien. Et là, c'est très efficace, ça. Plutôt que de dire, bah oui, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Voilà, tu te déresponsabilises. Moi, j'avais des clients qui venaient pour arrêter de fumer et puis ils me disaient, ouais, vous savez, mourir de ça ou d'autre chose, c'est pareil. Bah, c'est déresponsabilisant. C'est un langage déresponsabilisant. Il y en avait un, une fois, qui m'avait dit oui, vous savez, vous pouvez aussi mourir écrasé par un bus en sortant tout à l'heure. Et moi, je disais absolument pas, monsieur. Je peux vous le dire, vous ne mourrez jamais écrasé par un bus parce que vos parents, quand vous étiez petits, vous ont appris à regarder à droite et à gauche avant de traverser. Je peux effectivement augmenter la probabilité que vous mouriez écrasé par un bus si je vous dis de traverser la rue désormais en fermant les yeux et en vous bouchant les oreilles. Voilà, et vous choisissez éventuellement un boulevard très fréquenté avec beaucoup de bus, et là, évidemment que je vais augmenter la probabilité que vous vous fassiez écraser par un bus. Mais sinon, dans les faits, c'est pas vrai. C'est du langage déresponsabilisant, et on en a partout. Dès que vous allez repérer une personne qui va se cacher derrière ce langage-là, pour justement ne pas mettre en avant sa responsabilité, eh bien à ce moment-là, c'est du langage responsabilisant qui est un piège de communication et donc qui va empêcher l'échange. Parce que quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il a plus envie de discuter avec vous. Il va vous dire « Oui, mais on peut mourir écrasé par un bus ». En gros, voilà, donc en gros, le fait que je fume, ce n'est pas très grave. Je ne suis pas responsable de ça parce que je peux mourir écrasé par un bus. Donc c'est pas très grave si je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Vous voyez, le langage déresponsabilisant, c'est quand même un truc de fou. Et ce qui est assez incroyable aussi avec le langage déresponsabilisant, c'est qu'il donne une impression de
de normes, de conformité et de sérieux. On a toujours fait comme ça. Donc à partir de là, c'est comme si tu tranchais et tu disais, bah, on a toujours fait comme ça, donc je vois pas pourquoi on ferait différemment. Vous savez, c'est la femme qui va vous dire, mais un mari doit passer toutes les soirées avec sa femme, c'est normal, on est marié pour ça, pour le meilleur et pour le pire. Donc à ce moment-là, bam, ça met un coup près qui dit, bah, c'est comme ça. C'est normal. Mais oui, mais la normalité, bah, on l'a vu sur plusieurs vidéos, la normalité des uns n'est pas la normalité des autres. Et donc, le langage déresponsabilisant, c'est justement une confrontation de normalité. Il y a des personnes qui vont dire, bah non, moi je suis pas d'accord, on a toujours fait comme ça, mais moi j'ai toujours fait comme ça. On n'a pas fait de la même manière, moi j'ai fait différemment. Donc à ce moment-là, on va se cacher chacun derrière un langage déresponsabilisant. Voilà pour cette vidéo sur les pièges de la communication, les 4 pièges de la communication. Faites bien attention à ne pas tomber dedans. Et je peux vous dire que ne pas tomber dans ces 4 pièges, c'est vraiment très difficile. Le jour où vous serez capable de ne pas tomber dedans, vous allez avoir des échanges avec les gens qui vont être extrêmement fluides. Un escroc qui essaye de vous manipuler, il ne tombera jamais dans ces pièges-là. Jamais. Il ne va jamais vous juger. Il n'aura jamais de pensée binaire. Jamais. Il va toujours ouvrir la porte. Toujours de façon à vous donner des perspectives, une illusion de possibilités. Il ne sera pas dans le choix noir ou le choix blanc. Il va vous donner le choix. Ce qui fait que comme tu as le choix, tu te dis « Ah, mais je suis libre, j'ai une liberté intérieure. » L'escroc est très fort pour ça. Il va jamais utiliser le langage déresponsabilisant. Au contraire, il va vous responsabiliser. De façon à ce que vous soyez justement maître de ce que vous allez faire. Il va vous donner ce pouvoir-là. Il va dire, mais tu as le pouvoir de choisir. Donc tu n'es pas dans la déresponsabilité. Et surtout, il va jamais tomber dans le piège de vos croyances. Il va utiliser vos croyances. Il va utiliser vos croyances pour être capable de vous convaincre. Et lui, ses propres croyances, il tombera pas dans le piège de ses propres croyances. Il sait exactement comment faire pour vous manipuler, pour vous emmener à un endroit très précis. À partir du moment où s'il confronte ses croyances à vos croyances, il va y avoir un blocage sur la communication. Je crois que, et vous croyez autre chose, et là, vous n'allez plus l'écouter. Vous allez dire, bah non, moi je t'écoute plus, tu crois pas la même chose que moi. Il va croire exactement tout ce que vous croyez. Il va jamais se confronter à vous au niveau de ses croyances. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment là qu'on reconnaît les gens qui essayent de vous convaincre, puisque finalement ils tombent jamais dans les pièges, alors que naturellement un être humain va tomber dans un ou deux pièges. Déjà le premier piège qui est le piège du jugement, je peux vous dire que pour ne pas tomber dans ce piège-là, c'est vraiment très complexe parce que tout passe à travers nos jugements. Le filtre du cerveau limbique, il juge absolument tout ce qu'il y a autour de vous. Il juge absolument tout ce qu'il y a autour de lui avec tous ses sens. Et donc à partir de là, il émet un jugement et tu dois sortir. Donc en général, tu commences par tomber dans le piège du jugement et ensuite ton travail et ta mission, c'est de sortir de ce piège-là et de dire « Waouh, je suis tombé dans le piège du jugement, ok, c'est quoi l'antidote? Comment je fais pour sortir de ce piège du jugement ?» Ok, il faut que je me reconnecte à mes besoins, aux besoins de l'autre pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente. Vous voyez que l'idée du piège, c'est à la fois d'éviter de tomber dedans, c'est-à-dire tu vois le piège et tu dis ouais, là je l'ai vu, j'ai pas envie d'aller dedans, mais être aussi capable de, lorsque tu tombes dedans, parce que c'est parfois inévitable de tomber dedans, d'être capable d'en sortir et de dire bah oui, là je suis tombé dans le piège de la communication. Si je veux que l'échange continue, il faut que je sorte de ce piège-là. Si je veux que l'échange s'arrête et qu'il n'aille pas plus loin, à ce moment-là, c'est génial. Je vais utiliser justement les pièges de la communication. Je peux utiliser les 4 de façon à casser la communication et à aller vers la rupture. C'est aussi très efficace de jouer avec les pièges de la communication. Ça peut être aussi une utilisation que tu peux faire. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Mes vidéos sont toujours un petit peu longues, mais c'est le prix à payer pour bien comprendre tout le mécanisme de la communication et des échanges. Et on va continuer à travailler sur la communication parce que c'est vraiment la clé, je vous l'avais dit sur la première vidéo. Les relations humaines, c'est très important parce que l'être humain a besoin de liens. Et s'il ne sait pas gérer ces liens, eh bien forcément qu'il va avoir beaucoup plus de difficultés pour avoir des bonnes relations avec les gens.